Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cet entretien que nous réalisons avec M. Azi Dominique de Marseille. M. Azi, bonjour. Bonjour, Idriss Mabika. Alors, ces derniers temps, comme vous le savez, votre département, la Cuvette Ouest, défraie la chronique sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels. Alors, les sujets que nous allons débattre ce jour, c'est d'une part la précarité dans votre département, et de l'autre, nous allons faire de la critique, notamment sur le Parti congolais du travail dans votre département, ce qui explique d'ailleurs notre démarche vers vous aujourd'hui, puisque vous êtes journaliste Télé Congo, mais aussi homme politique, membre du Parti congolais du travail. Bon, vous êtes les bienvenus à mon domicile. C'est inévitable. Je suis journaliste. Et quand on parle de réseaux sociaux, on parle de médias traditionnels, ça m'interpelle. Et je lis, je regarde ce qui est dit sur la Cuvette Ouest, mon département. Mais il y a aussi que la critique qui est faite sur le fonctionnement du PCT dans mon département. Là aussi, j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a à boire à manger et sur ces deux questions. Et justement, commençons par la première question, la précarité. On en parle beaucoup dans votre département. Alors, concrètement, lorsqu'on parle de précarité, il s'agit de quoi? Bon, nous sommes le dernier né de tous les départements du Congo. Et nous avons encore besoin de beaucoup d'infrastructures. L'État, par la politique de la municipalisation accélérée, a fait un bond en avant important. Le chef de l'État a donné des directives pour essayer un peu d'urbaniser tous les départements du Congo. Et il a donné des directives claires. Un, que tous les chefs du département du Congo soient reliés à Brazzaville par goudron, que tous les chefs du département soient éclairés. Alors, aujourd'hui, du côté de la Cuvette Ouest d'Ivo, le goudron est parti d'Ivo, il s'est arrêté à 22 km de Bunji. Les pentes étaient déjà faites, les caniveaux déjà, il ne reste plus que la couche de bitume à mettre pour rejoindre le goudron principal qui part de la frontière du Gabon en passant par Okoyo, Bunji, Obuya, Oyo et Brazzaville. Ces 22 km ont été inachevés. L'État a accusé une tension de trésorerie. Ayant pas d'argent, on a suspendu les travaux. Du coup, la Cuvette Ouest avec Evo n'est pas reliée directement à Brazzaville par goudron. Deuxième manquement, c'est l'électricité. Le chef de l'État a dit que le barrage d'Imbounou, le courant du barrage d'Imbounou arrivera jusqu'à Evo. La société chinoise est passée. Elle a fait des repères de pointage pour placer les poteaux. Elle a construit la base qui devait recevoir la haute tension. Aujourd'hui, cette base est dans l'herbe. La haute tension n'est jamais venue. Evo n'est pas relié à Brazzaville, n'est pas relié au boulevard énergétique qui traverse tout le pays. Du coup, le problème de la route et celui de l'électricité restent les deux problèmes majeurs. L'eau et également les deux problèmes majeurs et qui ralentissent l'évolution du département de la Cuvette Ouest en général et la localité de Vaud qui est son chef-lieu. Et voilà pourquoi on parle de précarité, parce que n'importe quel fonctionnaire envoyé à Evo ou n'importe quel ressorti par Evo, il doit se munir de beaucoup de carburant s'il veut passer un bon séjour. Moi-même, quand j'y vais pour une semaine, j'achète 3 fûts. 3 fûts égale 600 litres. 600 litres, monsieur, par 475 francs. Allez-y faire des calculs, c'est macabre. Et c'est pas facile. Et deuxièmement, quand il pleut, les 22 km, il y en a qui font 2 jours en route parce que la terre jaune placée sur, en attendant le bitume, glisse et ne facilite pas la circulation. Plus l'eau qui manque véritablement, l'eau potable à Evo, ces éléments et aussi la santé. On a pas un hôpital de référence assez équipé. Ce sont les 4 éléments qui forment la précarité dont les médias traditionnels et les médias sociaux en parlent et nous en sommes conscients, voilà pourquoi je reviens là-dessus. Bon, c'est une réalité, mais qu'il faille évidemment prendre en ligne de compte. Mais est-ce que c'est le seul département de la République qui connaît cette précarité? Oui, tous les chefs de département du Congo sont reliés à Brazzaville par goudron, sauf le cas exceptionnel d'Infondo, qui est connu, traversé par un fleuve et puis par la grande forêt.
Mais en dehors de ça, Ouesso est relié à Brazzaville par goudron et à son courant. Djambala est relié à Brazzaville par goudron et à le courant du barrage d'Imbounou. Oanda est relié à Brazzaville par goudron et à le courant du barrage d'Imbounou. Ben, tous les chefs du département au Congo sont reliés à Brazzaville par goudron et sont servis par le courant du barrage électrique. Et vous est servi par un groupe électrogène qui démarre à 18h, qui ferme à 22h. Entre 18h et 22h, on ne peut pas produire des ouvrages importants. On ne peut pas participer au développement économique du pays parce que les petites structures, les petites entreprises, les mamans qui veulent aller écraser leur foufou, les jeunes garçons qui peuvent aller travailler avec qui ont besoin du courant ne peuvent pas travailler parce que démarrer à 18h, fermant à 22h. Même dans l'administration, les ordinateurs, les machines, ça fonctionne avec du courant. Si on n'a pas de courant, de 8h à 14h, il n'y a pas de courant. L'administration fermée à 14h. Alors, demandez-moi, comment fait le fonctionnaire à vous? Son ordinateur, il démarre avec quoi? Quand il va dans son bureau, il travaille comment? C'est ça la précarité, évidemment, qu'on ne vit pas dans d'autres chaînes de département. Le courant amène le développement, parce que c'est tout le monde qui est concerné. L'administration était même concernée. Vous avez une problème de savoir, à Evo, les gens utilisent quelle machine? L'ancienne machine, alors? Puisque la machine normale et qu'elle est l'ordinateur nécessite forcément de l'électricité. Voilà les problèmes qui marquent la précarité d'ici d'Evo et qui ne sont pas les mêmes ailleurs parce qu'ailleurs, il y a le courant électrique qui permet vraiment de travailler avec aisance. Est-ce que vous avez le sentiment d'être abandonné? Bon, on peut dire oui ou non. Oui, pourquoi? Parce que c'est une politique du gouvernement. Il s'agit des décisions politiques à prendre. Je dis bien politique, je dis pas économique. C'est une volonté politique. Quand le chef d'État l'a dit, il ne peut plus revenir. Au moment du gouvernement de mettre le plat à l'étrier, de prendre des décisions allant dans le sens de tirer le courant jusqu'à Ivo et de chercher une société qui va terminer, même en préfinançant les 22 km. Pour le chef de l'État, il a dit, les populations clignotent. Ils attendent le goudron, ils attendent l'électricité. Ils ne comprennent pas toujours qu'il y ait précarité dans le cas d'Ivo, qu'il y ait manque de goudron alors qu'ailleurs on l'a fait. Parce qu'ils ont posé la question, ça va, monsieur a dit beaucoup sur cette question-là. Est-ce qu'après la municipalisation de Vaud, où on a arrêté le goudron, on a arrêté l'électricité, est-ce qu'on n'a pas continué la municipalisation ailleurs? Je dis si on a continué. Et avec quel argent? Voyez-vous, je suis coincé. S'il n'y avait pas d'argent, on aurait pu arrêter les autres municipalisations. Mais puisqu'on a financé le pool, on a financé l'Alekoumou, ça veut dire qu'il y a eu encore de l'argent. Et pourquoi on n'a pas fait la même chose? Pourquoi on n'a pas terminé les travaux du courant et de l'électricité? Quand il pose cette question, on a du mal à répondre évidemment. Alors je dis, c'est une question de volonté politique. En ce moment-là, on se dit, on peut trouver une société qui, en échange du gaz, du pétrole ou du bois ou des minéraux, de nous goudronner les 22 km, l'État n'ayant plus d'argent. On peut trouver de bonnes volontés qui peuvent dire, écoutez, nous préfinançons l'installation du courant entre Bunji et Evo pour que Evo soit relié au boulevard énergétique. Ça, l'État peut obtenir par des sociétés en échange des matières premières, comme en échange on en a gagé le pétrole dans ce pays. Mais c'est pour faire des travaux, non? Donc c'est une vision, à mon avis, politique qui marque qu'avec une vision politique, on peut le faire. On peut, d'ici l'élection présidentielle, d'ici les élections arrivent, pour dire, écoutez, prenons une société qui va terminer les 22 km, prenons une société qui peut préfinancer le ralliement d'Evo au boulevard énergétique. Et ça, pour le faire, il faut avoir une volonté, je dis bien politique et non économique. Parce qu'il y a des sociétés qui ont l'argent, qui peuvent le faire si vous leur demandez en échange de quelque chose. Le département, oui, le département est représenté à l'hémicycle. Il y a des représentants du département, il y a des députés, il y a des sénateurs. Est-ce que là aussi, vous avez le sentiment que ces représentants légaux des populations du département de la Cuvette Ouest ne représentent pas valablement leur population? Je dis oui. Je suis d'avis, puisque j'ai écrit même sur ça. Maintenant, je suis quand même représentant de la Cuvette Ouest. Quand on a élu nos députés, nos sénateurs, c'est pour qu'ils portent la voix de la Cuvette Ouest à l'hémicycle. Vous êtes journaliste, regardez toutes les interpellations. Aucun n'a levé le doigt pour dire il y a un réel problème d'abandon de la Cuvette Ouest sur le plan du courant, sur le plan de la route. Voyez-vous, c'est pas normal. Ils sont nos représentants, ils n'ont pas la gueule, ils n'ont pas la poigne, ils n'ont pas le courage de dire au devant de la scène nationale qu'il y a un réel problème. Le chef de l'État a donné l'ordre au gouvernement de se débrouiller à exécuter l'ordre du chef de l'État. Le problème pour la population n'est pas de savoir comment ça a été fait, mais de le faire. Et ça, les députés peuvent, et les sénateurs, peuvent embêter le gouvernement. Je dis embêter parce que c'est des questions qui devaient revenir de manière récurrente, mais on a assisté 3 ans durant, bientôt on va aller à les 2 ans, leur mandat va prendre fin, que nos députés, nos sénateurs de la Cuvette Ouest ont dormi.
ils n'ont pas été à la hauteur de leur tâche au niveau de l'hémicycle, parce que la preuve c'est quoi? Regardez les joints d'interpellation, sur 3 ans, combien de députés actuels de l'Ouest ont parlé? Presque 0 sur le nombre de députés que nous avons. C'est malheureux, c'est triste, sur le nombre de sénateurs que nous avons. Alors pourquoi nous les avons élus? Mais c'est pour qu'ils portent notre parole, mais ils ne l'ont pas porté. Et là c'est malheureux. Voilà la question, c'est celle-là. Ok, alors nous allons aborder le deuxième et dernier aspect de notre entretien. Il s'agit de l'actualité concernant le Parti Congolais du Travail dans votre département. Paraît-il qu'il y a un certain désordre organisé là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il s'agit de quoi concrètement? Bon, ça c'est des affaires du parti. Mais vous êtes la presse. Je suis journaliste, je ne peux pas botter en touche. Un mauvais journaliste, c'est celui qui fouille de répondre aux questions. S'il y a l'objectivité, on vous le dit, ce n'est secret pour personne. Parce que, tous les membres du parti de la cuvette ouest à Ivo savent ce qui se passe au niveau de nos départements et au niveau d'Ivo. Les services de renseignement savent les 2 autres qui se passent au niveau du parti au niveau du travail à Ivo. Le préfet de la cuvette ouest sait quelles zones de désordre le parti du travail est en train d'instaurer dans le département et à Ivo en particulier. Donc ce n'est secret pour personne. Qu'est-ce qui se passe? La crise part de la liste des élections. La liste des conseils départementaux comme des conseils municipaux. Au niveau de la cuvette et des voix en particulier, cette liste a été mal confectionnée. Celui qui est à la tête du parti s'est retrouvé à la 14e position. Et ceux qui sont en bas sont montés en première position. Comment le président fédéral, comment le président du comité fédéral a-t-il pu manager pareille liste? Ça a créé des frustrations, je n'étais pas au PCT à cette époque. Ça a créé des frustrations. Du coup, il y a eu un bémol dans le fonctionnement du PCT au niveau des vous. Ce bémol a fait que le président du PCT investit légalement par une délégation venue de Brazzaville en février 2012, le camarade Nadjoré Alexandre et son équipe se sont sentis frustrés parce que lui n'a pas été en tête de cette liste-là et son adjoint. Ils étaient donc en 14e, je sais pas, 15e position. Ça a créé un bémol, le parti a connu un problème de fonctionnement. Il est resté aujourd'hui, il n'a jamais été ni sanctionné, ni interpellé. La hiérarchie des sanctions, avertissement, suspension ou radiation, ça n'a jamais été prononcé à son égard. Du coup, il est normal. Il est donc blanc comme neige. Et pendant que les deux partis connaissent un bémol, un autre membre du parti s'est autoproclamé président du parti, soutenu par une autorité de la République et au gouvernement, mais qui se trouve lui aussi simplement du parti comme moi. Donc ce monsieur-là s'autoproclame membre du parti, président du parti, on lui plaît du président légalement investi. Du coup, cette situation a créé 2 PCT à Ivo. Le PCT dirigé par un membre du parti, un autre PCT dirigé par un membre du parti légalement installé. Alors maintenant, on peut me dire, oui, monsieur Azi, mais puisque celui qui est légalement installé a mis du bémol dans le fonctionnement des institutions, le fonctionnement du parti à Ivo, voilà pourquoi un autre a pris la place. Il dit non, le parti c'est pas un désordre. Moi, pour adhérer au PCT, j'ai lu les textes. Les textes disent, s'il y a un dysfonctionnement, c'est la tutelle de frapper, de sanctionner et de nommer ou d'installer un nouveau. Mais il n'appartient pas au même moment du bureau, parce que vous êtes 3e ou 4e du bureau, de vous autoproclamer président du PCT. C'est un désordre inadmissible, c'est un vacarme. Donc on assiste à un véritable désordre à Ivo. Le président du PCT, qui n'a jamais été sanctionné, n'a jamais été démis de sa fonction, n'a jamais démissionné parce qu'il n'y a pas un texte qui lui dit, se trouve mis à l'écart, dirige un PCT et un autre membre de même groupe s'autoproclame président du PCT et est en train de diriger le parti. Alors, donc il y a 2 PCT à Ivo. Alors à ce moment-là, quelle est la réaction du secrétaire général? Alors, en ce moment-là, la première chose, c'est le département, le comité fédéral qui doit réagir. Donc le PCT doit dire, attention, il y a un réel problème au niveau des veaux. Il fait son rapport au niveau du secrétariat général. Du coup, Seba est décédé, paix à son âme, a laissé cette crise jusqu'à aujourd'hui. Si le secrétariat n'a pas eu le rapport, il fait comment? Puisque, le camarade Nadjoré Alexandre n'a jamais été ni averti, ni rappelé à l'ordre, ni sanctionné. Aucun rapport de la fédération ne sanctionne l'agissement du camarade Alexandre et de camarade Alexandre Nadjoré. Deuxièmement, aucune intronisation d'un nouveau président. Donc, et la fédération et le secrétaire général, tout le monde regarde le désordre d'Ivo s'installer.
Du coup, les réseaux sociaux se sont empressés à parler de la situation qui n'honore personne. Alors, le problème pour moi, c'est comment du parti. C'est que quand on parle de fédération, quand on parle de secrétaire général, il n'est pas normal, au regard des textes en vigueur qui régissent le parti, qu'un citoyen s'autoproclame président d'un parti. Si le parti est dans les mains de Nadjori, que Nadjori fonctionne moins, au parti de prendre le coup, que Nadjori soit sanctionné, mais il n'appartient pas à un autre citoyen de s'autoproclamer président du parti. Du coup, on a deux présidents. Mais parce que Nadjori, à l'exemple, est bel et bien installé par une délégation venant de Brazzaville en février 2012, conduite la délégation par le camarade Sabaye, qui est le secrétaire national à la jeunesse. Il se trouve que depuis les élections de 2017, le camarade Nadjori n'étant pas dans les listes de tête à boycotter l'action du parti, et le PC est autoproclamé président. Alors comme Nadjori n'a jamais été ni sanctionné, ni interpellé, ni averti, du coup il a encore de la légalité. Et puis aucun texte. L'illégalité c'est quoi? C'est qu'un autre camarade s'est autoproclamé président du parti. Il reçoit ses ordres d'un autre membre du parti installé à Brazzaville, soit-il ministre. Ce qui est une véritable cacophonie, un désordre inadmissible pour le Parti congolais du travail. Et quand vous m'interrogez, je ne mâche pas les mots pour vous le dire. Voilà le désordre du PCT à Ivo. Et nous, on peut mettre membre du PCT, cautionner ce désordre, accepter le désordre, laisser ce désordre voir le jour. C'est ce qui fait que au dernier entretien, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, avec nos camarades, c'était Jean Dupé de Pierre Ngolo, j'ai dit non. Il y a un véritable désordre dans la Cuvette Ouest et à Ivo. Il y a deux PCT à Ivo. Le défilé de 15 jours, on a failli assister au défilé de deux PCT. Ce qui est un véritable désordre. Vous avez déjà vu comment deux PCT défilé dans une localité, le PCT de Nadjori et le PCT d'un autre membre. C'est pas admissible. Si nous allons comme ça, messieurs les journalistes, c'est que demain, comment allons-nous préparer l'élection présidentielle de la Cuvette Ouest en général et à Ivo en particulier? Alors il va y avoir deux PCT, du coup le chef d'État peut échouer. Et notre candidat peut échouer. Et justement, vous avez une association des élus de votre département. Est-ce que cette association ne peut pas jouer un rôle important dans la résolution de cette crise? Non. Non, pourquoi? Le rôle de l'association, c'est de défendre les intérêts du département au niveau de l'hémicycle. La crise du PCT est résolue par les textes en vigueur. L'association n'est qu'une association de circonstances. Cette association n'est pas prévue par les textes du PCT. Elle ne peut pas s'arroger le pouvoir d'usurper les textes du PCT et se mettre à résoudre une question du parti. Non. La question du parti est résolue par les dispositions prises par les textes en vigueur. Si un camarade a fauté, qu'est-ce qui se passe? Il faut le sanctionner en tenant compte des textes en vigueur. Et on ne donne pas mission à l'association des élus de la Cuvette Ouest d'aller résoudre le problème du PCT de la Cuvette Ouest. Non. Leur rôle, c'est de crier à l'Assemblée, de crier au Sénat, qu'on nous mette le goudron, qu'on nous mette le courant et qu'on nous mette l'eau et qu'on nous donne un hôpital. Leur rôle, ce n'est pas celui de résoudre les problèmes du parti. Il appartient donc, à la direction nationale du parti, d'installer une nouvelle direction fédérale de la Cuvette Ouest et que la même direction du parti permettra, la nouvelle direction fédérale va résoudre le problème des veaux. Dans le département de la Cuvette Ouest, vous êtes tous ressortissants de ce département. Alors, est-ce que quelqu'un peut se targuer de dire qu'il est plus fils de la Cuvette Ouest que les autres? C'est un débat de bas étage. Évidemment, ce débat existe. Il y en a qui pensent qu'ils sont mieux fils de la Cuvette Ouest que les autres. Mais il faut faire des preuves. Il y a des gens dans toute leur vie, ils ont souffert pour cette Cuvette Ouest. Je peux en parler. Je crois que je suis bien placé pour en parler. Quand j'ai commencé ce métier, ma première prison, je l'ai fait sur le dos de la Cuvette Ouest. J'ai créé un article dénonçant le détournement des fonds qui auraient pu servir à installer le pont de Mbama. Mbama, c'est un lycée de la Cuvette Ouest. Le pont qui devait traverser la rivière là, le Kouyou, et qui a été détourné pour acheter un député célèbre dans ce pays dont j'étais le nom, et ça a été détourné au Rwanda. Les travaux publics étaient obligés de redemander un autre financement pour faire ce point-là. J'ai écrit cet article dans le journal Le Choc, avec Vokamba qui était même chez DC Kambama. Et c'est lui qui a écrit le document. Moi, j'étais à la publication, patron du journal. J'ai accepté aller en prison qu'on le mette dehors. J'ai dit, c'est mon agent. J'ai accepté devant le tribunal que c'est moi qui ai demandé d'écrire cet article. Il a écrit sous mon autorité. Je préfère que Vokamba reste dehors et que moi, je pense à la prison. J'ai fait la prison, la première prison de 3 mois au nom de la Cuvette Ouest parce que ce pont de Bahama, j'avais dénoncé le détournement d'argent pendant que l'Issouba était président de la République. On avait détourné l'argent pour faire le pont de Bahama.
Et pendant que je me battais seul en prison, je n'ai pas vu les gens de la cuvette ouest venir me donner un coup de main. Ce n'est pas que j'avais détourné l'argent de l'État, parce que j'avais défendu le détournement d'argent d'un pan qui est celui de Mbama. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, tu vois tout le monde qui dit cuvette ouest, mais lesquels ont sauvé cette cuvette ouest-là? J'ai fait la prison pour cette même cuvette ouest. Et on m'en parlait comme ça de vive voix. M. Azé écrit un article contre le pouvoir d'Issouba parce qu'il y avait détournement d'argent pour la cuvette ouest et le port de Mbama. Mbama, ce n'est pas chez moi. Mon village, c'est vous. Mais le fait que Mbama soit de la cuvette ouest, je me battais pour ça. Voilà pour cette question pour dire. Il y en a qui sont mal placés pour faire la leçon aux autres concernant cette cuvette ouest. Et il y en a aussi qui pensent qu'ils connaissent mieux le président de la République que d'autres. Bon, ça c'est un dossier qui m'énerve totalement. Parce que quand vous dites que vous connaissez mieux le président, que vous prévalez être le meilleur enfant de la cuvette au côté du président, mais c'est discutable. On ne peut pas baisser l'amour du président en parlant comme ça, tu vois, en s'autoproclamant. Le président est assez mûr et posé. Il sait qui est qui. Il nous connaît tous. Ne vous leurrez pas, le président connaît tout le monde. Mais nous pouvons regarder notre fortune. Qu'est-ce que nous avons fait en faveur de ce président-là? Moi, je vais essayer de parler de moi, parce que c'est mieux que de parler d'histoire et non de parler des autres. Peut-être que les autres ont pour des actes de haute facture que je ne connais pas. Mais chacun peut au moins présenter son bilan en fait de ce président-là. Je peux me targuer à lui dire, quand le président Sassou n'est plus président de la République, je l'ai connu quand il n'est pratiquement plus président de la République. Et il est conspué par beaucoup de gens. Ceux qui étaient avec lui, l'ont mangé avec lui, l'ont presque fui. Je le connais pour des raisons de famille, des raisons beau-parentales. Je suis à Ouyo. Et je le fréquente à Ouyo. On regarde les danses ensemble le soir. Il n'est plus président. Dès qu'il quitte le Congo pour aller à l'extérieur, toutes ses activités n'ont été couvertes que par le journal Le Choc, qui a été suspendu et finalement par le journal Le Congolais Révolté. Aucun journal ne peut se targuer que pendant que Lissouba était président, Sassou se trouvait donc en exil, et que les activités de Sassou allaient dans des autres pays africains reçus par ses homologues, par les autres chefs d'État. Personne ne rendait compte de son activité sauf le journal Le Choc et Le Congolais Révolté. Ça, c'est un. De deux. Quand j'écris un article sur l'arrivée des Israéliens à Aubéville, la formation de la milice aubévilloise, je suis mis en prison pour divulgation des secrets d'État. Et quand je suis en prison, le ministre Ouabari vient toujours à la prison regarder. Si je suis dans ma cellule, on lui dit regarde là-bas. On me tape. Je gis dans le sang. Aujourd'hui, je porte une prothèse. Hein, la mâchoire inférieure cassée en prison. Mais quand Ouabari veut me voir, qu'est-ce qu'il me dit? Monsieur Aziz, on voit comment ça se souvient de sortir de là. Donc j'ai passé 6 mois de prison, le deuxième emprisonnement. Je suis incarcéré en fait parce qu'on pense que je suis un défenseur de Sassou et non je suis journaliste. Et tous les matins on me tapait, tous les soirs on me tapait. Je gissais dans une vague de sang. C'est lui 52. J'ai dit mais le ministre Ouabari, ministre de la Justice à l'époque, venez regarder tous les dimanches si j'étais dans ma cellule. Et j'ai perdu ma mâchoire inférieure aujourd'hui. Une mauvaise denture. La prison. C'est quoi? Parce que j'ai soutenu le président Sassou. C'est ce que Ouabari disait, on verra comment ça vient de sortir de là. Et quand je sors de prison, ce jour-là, quand Sassou sort à Brazzaville, le ministre Tamba, père son âme, il est décédé, est rentré dans l'avion, envoyé par le président d'Issouba pour accueillir l'ancien chef d'État Sassou. Au bas de la passerelle, c'est Azé qui est là. Nous ne sommes pas nombreux, Sassou n'est pas président. Et quand on sort de là, j'ai dit au bas de la passerelle, je suis là, le président sort. Nous l'accompagnons jusqu'à Mpila. Ce jour-là, de 11h à 13h, c'était un spectacle à Brazzaville au Congo. Et de Mpila, où tout le monde l'accompagne, nous avons fait tous les départements du Congo. Quand je dis nous, je ne vois pas tous ceux qui sont autour de Sassou aujourd'hui. Et je suis dans cette délégation, c'est plus de délégation, l'Issouba au pouvoir qui suit Sassou. Nous avons commencé par le nord du pays, non pas le sud du pays, ensuite le nord du pays, doucement, 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 les plateaux, la cuvette ouest. Et quand nous arrivons dans la cuvette ouest à l'époque, on nous disait attention, on risque de tuer le président de la cuvette ouest. Il y avait des gens qui sillonnaient la forêt pour vouloir la battre. Entre vous et Mbama, nous avons tracé la route pour sortir à Itumbi. Je vous précise, entre vous et Mbama. Je suis au devant avec le colonel Ingobo, aujourd'hui ambassadeur du Congo en Angola. C'est nous qui traversons, qui coupons la forêt. Le président Sassou arrive à l'arrière avec Tchengel, avec Oboa et quelques membres de son équipe restreinte. Je dis moi et Ngobo, je cite les noms. Il y a une route ici, Ngobo dit oui, je me rappelle, quand on rentre par ici, on peut sortir en Mbama. Et nous étions tout ce petit groupe dans la forêt. L'Issouba régnait. On a coupé la forêt pour sortir à Itumbi. Et nous sommes sortis à Itumbi. Je dis bien, Ngobo et moi en tête. Tchengel, Oboa et le petit groupe qui était avec le président Sassou et son épouse nous suivaient après.
on a traversé la route, on est sorti exactement à Itumbi, on a dormi à Itumbi. Ensuite, nous sommes partis à Mbomo. Nous avons quitté Mbomo pour revenir à Itumbi à 2 h du matin. Nous sommes arrivés à Itumbi à 13 h. Je suis dans cette petite équipe toujours. On a fait Kélé. Et le jour où nous avons quitté Itumbi pour venir à Makwa, la route était scabreuse. Arrivé à Makwa, on dort, je continue jusqu'à Brazzaville parce que je suis venu faire le journal pour raconter ce qui s'est passé d'abord avant. Il devait faire que je vienne. Mais arrivé à Ouandou, nous avons un problème. C'est que Yombi débarque à Ouandou pour dire Sassou ne peut pas être transporté en Tipoy à Ouandou. Et pendant qu'on prépare l'arrivée de Sassou à Ouandou, je suis déjà à Ouandou, Sassou est resté à Makwa, il devait venir, nous avons précédé. Le matin, Aboyaki regarde qu'est-ce qui se passe dans Ouandou, demande au sergent, au caporal Ngasaki, d'enlever son arme qui était engagée. La balle était au canon. Il dit non, vous êtes armé, vous attendez l'ancien chef d'État, vous ne pouvez pas avoir une balle au canon. Il demande au commandant des troupes à l'époque, Tati, désarme ton homme là, je vérifie qu'il a son arme au canon, sa balle au canon. Tati va pour désarmer le caporal Ngasaki qui refuse. Aboya prend l'arme, va dire, je te montre comment on désarme un élément. En allant vers Ngasaki, Ngasaki tire sur Aboya. Le fusil ne part pas. Le coup ne part pas. Aboya reprend l'arme de Ngasaki, le pointe contre lui et abat Ngasaki. C'est la première balle du 5 juin. Et tire à Ouandou. Et débandade. Aboya prend le chemin fou. Nous sommes restés dans la débandade à Ouandou. Quand le président s'assoit, on lui dit, il y a déjà un mort, il dit je continue sur Ouandou. Il a foncé sur Ouandou, on l'a transporté en Tipoy et il a fait le meeting à Ouandou. Quand nous quittons Ouandou pour aller à Ngoko, derrière nous, le scandale commence à Ouandou. Les Kouyou menacent toutes les autres ethnies. Et on constate qu'on chasse la population de Ouandou. On les a accueillis à Ouyo, ils sont restés à Ouyo. Le président a tout fait pour qu'on ait des camions qui les évacuent dans leur village. Voilà comment est partie l'histoire avec Sassou. Quand je raconte cette histoire-là, qui a abouti à Guerre du 5 juin, tous ceux qui parlent de la cuvette ouest ne sont pas autour de. Je dis bien, personne. Soit-il aujourd'hui ministre, soit-il le président de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée, soit aucun gars de la cuvette n'est autour de Sassou sauf moi. Je peux me permettre de le dire. Parce que personne ne peut me réciter cette histoire comme je vous la récite comme ça. Je suis le seul enfant de la cuvette ouest à côté de Sassou en train de l'accompagner dans cette misère-là. L'Issoubé au pouvoir. Voyez-vous? Et aujourd'hui, ceux qui sont ministres, ceux qui sont à l'Assemblée, ceux qui sont députés, je ne suis pas député, je ne suis pas ministre, je ne suis pas sénateur, mais j'ai vécu ça avec Sassou. J'ai fait cette prison avec ça. Aujourd'hui, j'ai des séquelles sur ma bouche pour Sassou. Mais il faut qu'on arrête, mon Dieu. Il y a des choses qu'on ne raconte pas devant les gens et qui font mal. Mais la fidélité paye. Je suis resté fidèle à cet homme-là. J'ai décidé de rentrer au parti avec cet homme. J'étais de la majorité. J'ai gagné l'élection à Evo. Mais l'élection a été volée parce que je n'étais pas bon au patron du travail. On aurait pu dire non, ça c'est un fidèle des fidèles. J'ai perdu cette élection-là, que j'ai gagné. Aujourd'hui, je suis membre du patron du travail. Je vois des gens qui passent ministres, qui passent responsables, qui passent sénateurs, qui passent députés. Je rigole. Ils n'ont pas vu cette misère avec moi. Il faut qu'on arrête. Parce que chacun de nous peut dire ce qu'il sait de Sassou. Je crois que là où je parle, le président Sassou, et ceux qui étaient avec nous le savent. Tchendjel le sait, Oboa le sait, Ngobo le sait. Je cite les noms. C'est pas petit. Ngobo ne te dira pas qu'à côté d'Asie, en tant qu'enfant de Vo, il y avait un autre enfant de Vo à côté d'Asie. Personne, je peux me dire. Et Vo, personne. Aujourd'hui, il y avait qui sont ministres, qui n'étaient pas avec nous. Il faut qu'on arrête d'amuser la galerie. Vous savez, non, ça fait mal quand j'entends parler de ça. Moi, j'ai perdu de ma vie. Quand j'étais en prison, vous voyez de la fonction publique. C'est Dambénze, ministre de la fonction publique au sein de la guerre, qui me remet en fonction. Avec Dimo, qui est aujourd'hui ministre des Transports, qui était collaborateur de Dambéze, qui ont tout fait pour que je reprenne la fonction publique. J'étais revouru la fonction publique pour un universitaire comme moi. Voilà le pouvoir de l'Issouba. Et j'ai vécu sur le mandat, le pouvoir de l'Issouba, parce que, semble-t-il, je suis un défenseur de Sassou. Mais qu'on arrête, ceux qui aujourd'hui sont dans des belles voitures et ont les fonctions données par Sassou qui sont en train de mal faire la cuvette ouest. Qu'ils arrêtent. Il y a des gens qui ont sauvé pour Sassou comme nous autres et qui n'avions aucune fonction, aucun égard. Mais nous n'avons jamais découragé. Nous ne sommes jamais découragés. On continue à soutenir le président Sassou parce que pour nous, la fidélité paye. Et qu'on arrête, mon frère.